Merci à tous d'être là pour cette belle soirée. Je voulais remercier tout particulièrement Monsieur le maire. Et puis je voulais remercier l'équipe technique, la Lucie qui nous fait l'image, Vincent qui nous enregistre le son, et puis nous allons aborder ce sujet, ce grand sujet du Grand Paris. Et je vais passer la parole à Michel. Merci. Alors, d'abord, je suis très content de... La dernière fois que je suis venu dans ce lieu, c'était le local du RPR. Et je n'étais pas du tout venu là pour m'inscrire au RPR. J'étais dans le local juste à côté, qui était le local du Parti Socialiste. Et c'était quelques 15 jours avant le 10 mai 81, quand nous réunissions pour aller coller des affiches, ce que les militants faisaient encore à cette époque. Je me souviendrai toujours, les militants du RPR qui viennent taper à notre porte et disent pour nous c'est fini. C'était les deux candidats en présence, c'était Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Ils disent pour nous c'est fini, tenez voilà nos pots de colle, on ne vous donne pas nos affiches parce que... Mais voilà la colle, les pinceaux, et on a trouvé que c'était une grande cohabitation qui commençait avant l'heure et qui a eu depuis beaucoup de succès. Voilà. Bref. Et donc je suis architecte, urbaniste. Je travaille dans cet arrondissement depuis maintenant 45 ans. Installé quoi. J'habite ici en permanence depuis le même nombre d'années. Et donc, quand Édouard m'a demandé de venir vous parler du Grand Paris, j'ai dit non, je vais vous parler de la rue de Visconti, de la banlieue de la rue Visconti, et par rapport à cette banlieue, du Grand Paris. Parce que, pour un urbaniste, qu'est-ce qu'un urbaniste qui travaille dans le 6e arrondissement a à voir avec le Grand Paris? C'est un petit peu ce que je vais vous raconter ce soir. Alors, je me suis permis de mettre un vieux casque de pompier, parce que j'ai cherché l'enseigne, je n'ai pas trouvé, mais au bout de cette rue-là, il y avait à l'angle de la rue Bonaparte, un bistrot qui était très drôle, qui était amusant. À la fin, il était un peu cher, c'est pour ça qu'il a fait faillite. Et qui s'appelait le Vieux Casque. C'était un clin d'œil à l'école des Beaux-Arts qui était à côté, dont l'hymne s'appelle Le Pompier. Voilà. Alors, en urbanisme, il y a deux choses qui sont importantes. C'est pas du tout les monuments, c'est pas du tout l'architecture. Ça peut être l'espace public, mais surtout le temps et l'espace. Et la connaissance du temps et la connaissance de l'espace, c'est quelque chose qu'on peut apprendre dans des tas de manuels, mais mal. On l'apprend surtout dans la vie. C'est la durée, nos âges, nos mémoires, nos souvenirs, et ce qu'on a emmagasiné de lieux sympathiques ou antipathiques. Et le fondement même de l'urbanisme, qui est une école d'autodidacte, c'est vraiment de comprendre ça et d'intégrer ça. Je sors au moment où j'arrive, là j'étais à l'exposition au pavillon de l'Arsenal, sur des projets sur le Grand Paris. Les élus présentaient ça à tous. La maire de Paris, le président Ollier, qui est président de la métropole du Grand Paris, tout le monde disait c'est formidable, tout ce qui va se passer. Mais je doute que, j'espère même que 30% des projets voient le jour. Beaucoup ne le verront pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stratégie et que tout le monde propose des bureaux. Et à l'heure actuelle, il y a pléthore de bureaux, de mètres carrés de bureaux sur la région parisienne. Il y a des endroits absolument vides. Et donc c'est quelque chose, c'est un véritable problème. D'autre part, une autre façon de voir, souvent l'urbanisme, c'est, pour un architecte, être urbaniste, c'est
construire des milliers de logements, des centaines de logements. Faire une maison n'est pas de l'urbanisme. Et pourtant, il n'y a pas de grands projets et de petits projets. Mais surtout, l'urbanisme qui est vécu au nombre de mètres carrés à construire n'est pas très intéressant. Et moi, je prône beaucoup plus un urbanisme culturel. Et qu'est-ce que c'est qu'un urbanisme culturel? Ben, c'est nous, ce soir. C'est comment on se réunit, pourquoi on est là, pourquoi je suis là, pourquoi vous êtes là. D'ailleurs, je remercie, je vois des tas d'amis qui sont là, des gens que j'aime bien, des gens que je connais que de vue, parce qu'on se rencontre. Et donc, je trouve un peu, ce soir, on est un morceau, justement, d'urbanisme. D'autant que j'ai remarqué depuis très longtemps que la ville et l'homme employaient les mêmes termes pour dire que ça va pas. Et quand on veut parler d'un estuaire, on dit c'est un poumon. Quand on parle d'un centre, on dit le cœur. Quand on dit que la circulation ne marche plus, on dit qu'il y a thrombose. Enfin, on prend des tas de termes médicaux et c'est pas mal d'imaginer la ville comme une espèce de corps humain qui ne bouge pas, mais en fait qui n'arrête pas de remuer. Alors, on va parler de la rue Visconti et de ses abords. Alors, je vais parler du Grand Visconti, c'est-à-dire le 6e arrondissement. Le 6e arrondissement, c'est ce qui est en rouge dans cet espace, et vous voyez une espèce d'ovale qu'on verra à chaque période grandir Paris. Il y a toujours cet ovale qui était le boulevard Saint-Germain et les grands boulevards avec la place de la République. Voilà, le boulevard Saint-Germain qui est là, la place de la Bastille, la place de la République, qui est un petit Paris, le Paris de Philippe Auguste, il est encore plus simple, c'est ça. Mais Paris, je vous prie de m'excuser, j'ai un résidu de rhume, il me casse les pieds. Et donc Paris a grossi comme ça, comme un ovale, en permanence, et donc le 6e arrondissement, ce quadrilatère, ce presque quadrilatère, qui passe au-delà des boulevards, et on le sait très bien, quand on est... Moi je suis plutôt dans cette partie du 6e arrondissement, et nous sommes cernés. Oh, on peut aller dans le 7e assez facilement, on peut aller dans le 5e, enfin, quand même traverser le boulevard Saint-Michel, c'est compliqué. Mais traverser le boulevard Saint-Germain, oh là 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 là, qu'est-ce que j'irais faire de l'autre côté? Il n'y a que des fringues. Et c'est un peu comme la Seine, quoi, voilà. Je dis ça, c'est une espèce de vécu. On a une vision de son quartier qui, ma foi, est assez restreinte. Et pourtant, méfions-nous, parce qu'il n'y a rien de pire que d'imaginer son monde comme une île. Je ne vais pas vous parler de ce croquis qui représente à gauche l'enfer de Dante, ni ce qu'était la ville utopique, c'est-à-dire sans lieu, de Thomas More, qui avait écrit toute une chose en disant on va faire une ville où tout le monde sera heureux, enfin ce sera formidable. Ça ne lui a pas porté bonheur puisque son souverain lui a tranché la tête. Mais c'est une mauvaise perception de la ville, même si on aime bien son quartier, si on aime s'y développer, on va dire, les enfants aiment beaucoup ça, mais c'est comment on peut justement aller voir un peu ailleurs. C'est dans ce quartier d'ailleurs qu'a été pensée l'encyclopédie au XVIIIe siècle, et ce qui est très intéressant, c'est que d'Alembert a eu une idée. La différence fondamentale entre l'encyclopédie anglaise et l'encyclopédie française, c'est que l'encyclopédie anglaise a été entièrement écrite par un seul homme. Alors que Diderot et d'Alembert, qui, dans les années qui ont suivi, ou l'année qui a suivi, on dit on va faire nous aussi, mais ils ont dit on va faire écrire les articles par les meilleurs spécialistes dans chaque... les meilleurs ingénieurs agronomes, tant est qu'il y avait des ingénieurs agronomes, etc., etc. Et d'Alembert a dit, attention, faut organiser ça, et il a mis 3 chapitres, 3 façons de travailler,
qu'il a imposé à tous les rédacteurs. Mémoire, raison, imagination. C'est-à-dire comment on parle des métiers et de ce qui va se faire après, en ayant en tête la mémoire de chaque métier. Ça a été quelque chose de très intéressant, et quand Freud, qui n'était pas du 6e arrondissement, quand Freud a écrit Misère dans la civilisation, il a repris 3 termes, symbolique, réel et imaginaire, et j'ai trouvé assez formidable que ça corresponde assez à la caractéristique d'Alembert, symbolique, mémoire, puisque la symbolique en psychanalyse, c'est l'inconscient, tout ce qu'on a entassé, le réel, ben c'est le réel, et l'imaginaire est très proche de l'imagination. Et le docteur Lacan, quand il a repris ça, qui lui était, on va dire, un homme du 6e arrondissement, même s'il en était à la frontière, il a dit, et ces trois forces bien se composent à travers toute une réflexion qu'il faisait sur le nœud borroméen, et il disait le trou central, c'est l'espace du désir. Et c'est quelque chose qui est très important dans l'histoire des villes, et dans notre façon de visiter les villes, et de regarder les villes, c'est tout ce qui est l'expression de désir, tout ce qui est l'expression d'une certaine satisfaction. Et quand des gens ne sont pas satisfaits, eh bien un urbaniste doit s'inquiéter et doit dire comment rendre une certaine satisfaction à ces gens qui sont malheureux dans un milieu qu'ils ont peut-être plus ou moins choisi. Moi j'ai fait simplement mon petit nœud borroméen entre la ville à faire, le fonctionnement, le dysfonctionnement, le patrimoine, et en forçant sur l'art de vivre. C'est en s'inspirant de cette encyclopédie que Stanislas, le beau-père de Louis XV, quand il a fait Nancy, a composé le Nancy à lui, quoi, le Nancy du XVIIIe siècle. Il y avait une vieille ville médiévale, il y avait une autre ville médiévale qui s'appelait la Villeneuve, un peu comme la rive gauche et la rive droite, et il a eu l'idée de créer le Nancy qu'on aime, la place Stanislas, toute la créer dans les fossés qui avaient été démantelés précédemment par Beaumont. Et ça a été quelque chose de génial. Ça a été repris un peu par Gabriel quand il a fait la Concorde, mais ça a été un acte très intelligent. Et moi je dis souvent qu'on devrait construire les plus belles choses dans les endroits, dans le Grand Paris, dans les endroits les plus désespérés. Il y a un autre modèle qui va être important, qui est le modèle que va amener Sixte Quint à la fin du XVIe siècle, quand il a l'idée sur Rome de créer des grandes perspectives. C'était un tissu médiéval, et il a créé des grandes perspectives. Alors lui, il ne s'est pas cassé la tête, il a créé des perspectives à partir là-haut de la place del Populo, et ça va vers toutes les basiliques. Hein, il y a Saint-Jean-de-Latran, et même le Colisée, enfin voilà. Il a organisé un peu sa ville comme ça, et c'est la Rome qu'on connaît aujourd'hui, c'est la Rome. Alors les rues, c'est pas Haussmann, il fait pas le boulevard Sébastopol, c'est des petites rues. Mais cet exemple va être repris à la Convention, c'est-à-dire à la Révolution, où les révolutionnaires se sont réunis, ont dit il faut faire de Paris une ville aussi belle que Rome. Et là-dessus, ils désignent un certain nombre d'architectes et ils les réunissent et ils leur disent bah, vous réfléchissez et vous nous faites le plan dit des artistes. Toutes ces archives ont disparu, il reste, là il va vous rester un plan que je vais vous montrer, il reste quelques témoignages, mais tout a disparu dans l'incendie de l'hôtel de ville de Paris en 1870. Donc voilà le plan que ces architectes, dont deux seront très célèbres, Percier et Fontaine,
qui seront les architectes de Napoléon Bonaparte. Et alors ils ont un truc tout simple, hein. Ils disent on va tracer une avenue, une grande avenue, selon la méridienne de Paris, qui venait d'être mise en valeur, et ce sont les jardins de l'Observatoire qui sont là, avec le Sénat qui est là. Eux, ils ont dit, ben, il faut aussi une autre avenue parallèle, là ça n'a pas vu le jour. La rue de Rivoli est déjà dans les tuyaux, mais vous n'allez pas le voir très bien, la photo, mais ils ont déjà ici l'idée d'encadrer par deux avenues, une avenue en X, l'Institut de France, le collège des 5 nations. Il est intéressant de voir, quand on voit ce plan des artistes, qui sera le plan qui reprendra Bonaparte, enfin Bonaparte dans un premier temps et Napoléon ensuite, lui qui fera la rue de Rivoli. Il est intéressant, la Bastille, la place de la Bastille. La place de la République n'existe pas, c'est le boulevard du Temple encore. Mais il est intéressant de voir que sur le Paris dit historique, on y touche très très peu. C'est-à-dire notre arrondissement. Dans ce que seront les plans de Paris, selon Haussmann, eh bien là on reverra effectivement une succession de choses qui s'organiseront autour de le boulevard Saint-Germain qui est prévu, enfin bon. Mais ce sont des aménagements, on oublie, parce que dans le fond, dans leur façon de transformer les choses, Haussmann aura la bonne idée de faire des immeubles plus hauts, ce sont les plus hauts de l'époque, que les gens le vivront comme des gratte-ciel, mais il est fait en pierre avec des balcons, comme les maisons du XVIIIe siècle. Donc il y a une assimilation, il y a un ordre des choses, il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas de choc. Et donc, c'est quelque chose d'important, et ce qui est intéressant à voir dans ce plan, c'est que l'essentiel des nouvelles constructions, c'est le 17e arrondissement. C'est dans le 17e arrondissement qu'Haussmann faisait, il avait une vision spéculative des choses, qui faisait l'essentiel des spéculations. À l'époque, le 17e arrondissement, c'était un arrondissement très rural, il y avait des fermes. Et pour faire passer la pilule sur toute son opération, parce que il y a quand même eu près de 250 000 Parisiens qui ont été déplacés, il a eu l'idée de faire des promenades de Paris et d'installer dans tout Paris des squares. Et je voudrais rappeler qu'un des derniers squares dans la famille est juste à côté, et c'est le petit square, l'ancien dépôt de pavés qui était là, qui a été transformé en square, et qui porte le nom de Madame Sonet-Céité, qui habitait pratiquement rue Visconti. Ce qui est intéressant, c'est que Paris va se créer des perspectives. Mais il n'y aura pas un Sixte Quint, il n'y aura pas quelqu'un qui va dire on va faire des perspectives à partir des ponts. C'est une succession de transformations qui vont faire que ces perspectives vont se faire. J'en prends une qui est très caractéristique, c'est celle, vous avez ici l'école militaire, ici le palais de Chaillot. Eh bien cette perspective, elle s'est faite au cours du temps. Il n'y a pas eu une décision d'une perspective, ça d'ailleurs pendant très longtemps était un champ de manœuvre. C'est très important parce que ces perspectives vont donner à la Seine une importance énorme. La Seine est courbe. Si, du temps où c'était une gare importante, quand on arrivait à la gare d'Austerlitz, si vous étiez avec vos valises et vous dites « je veux aller voir la Tour Eiffel », et vous demandez à quelqu'un qui sort du Jardin des Plantes, du journal à la Tour Eiffel. La bonne route, c'est de vous faire traverser Paris comme ça, pour aller à la Tour Eiffel qui est là. Mais pas du tout, les gens vous disent vous suivez la Seine. C'est-à-dire que vous faites un chemin autrement plus long. C'est comme ça. On pense que suivre la Seine,
C'est un phénomène topologique connu. Comme c'est agréable, c'est plus court que de passer par la rue de Vaugirard. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, voilà, une succession de choses de point de vue un peu général que je voulais dire avant de rentrer dans le vif du sujet. Voilà mon 6e arrondissement. Alors, vous avez en vert mes bistrots. Vous savez bien qu'il y en a beaucoup. C'est par couches successives. J'ai changé de... je les fais pas tous les soirs. Et puis maintenant, j'en ai 2 ou 3, pas plus. Mais au cours de ma vie, qui a été très longue, j'ai eu des mutations. J'ai eu ma période café de la mairie. Voilà, ça c'était par amour par Georges Perec, etc., etc. Enfin, j'ai habité là longtemps, je travaille là, toujours, et maintenant j'habite là. Je n'habite pas très, très loin. Voilà. Les points essentiels, c'est en rond, le carrefour Bussy, le carrefour de l'Odéon et la place Saint-Michel. Ça, c'est mon monde. J'aime bien la place Saint-Michel. Oui, bon, pour les papiers, pour la carte d'électeur, pour enfin, les blagues, quoi. Mais c'est un peu compliqué. Je dois dire quand même, et ça c'est très important, j'ai appris à marcher, à parler et à chanter dans un tout petit village du sud-ouest qui s'appelait Gabaret, qui est à la limite, en plein Armagnac, à la limite des Landes et du Gers. Et puis, j'ai appris à lire, écrire et compter à Nantes. Donc, ma gare d'accès, ma gare d'entrée à Paris, c'est bien évidemment la gare Montparnasse. Et la rue de Rennes, c'est pour ça que le carrefour Saint-Germain est quelque chose d'important. C'était ma route, quoi. On faisait ça à pied parce que c'était tellement commode, puis on avait l'école des Beaux-Arts au bout de la rue. Mais c'est très intéressant parce que mon vécu, il est très concentré. Tout ça, ça se fait à pied. C'est rien du tout. Et c'est une vision, je voudrais commencer à mettre une petite graine dans vos têtes, c'est le début du Grand Paris. Si on ne se rend pas compte que pour chaque individu, il y a une molécule comme ça qui doit se déplacer partout, avec le même attrait, la même force, la même sympathie, il y a du boulot à faire. Et bien justement, il y a vachement de boulot à faire. Alors, moi, mon école, l'école des Beaux-Arts, alors voilà quelques croquis, c'est toute une légende quand on arrive. Il y a les charrettes. Moi, j'étais très étonné quand je suis arrivé à Pittsburgh. Je travaillais à Pittsburgh, aux États-Unis. Et quand je suis arrivé à Pittsburgh, j'étais reçu par les architectes. Et ils m'ont donné leur revue. Et comment s'appelait leur revue? The Charrette. Parce que c'était un reste des étudiants en architecture qui étaient venus avant la guerre 14 faire des études d'architecture à Paris. Voilà. Alors le Charrette, ça reste... C'était un folklore important, mais qui marque, avec la salle Melpomène qui existe toujours. Voilà. C'est un quartier qui a eu beaucoup de projets, un projet qui a été absolument étonnant, qui a consisté à prolonger la rue de Rennes jusqu'à la Seine. Et l'idée, c'était de passer, d'encadrer l'Institut de France. Et quand je vois ce plan, et que si vous avez en tête mes bistrots, et qu'il y en a un que j'appelle le Mazarin qui est là, et l'autre qui est le Balto qui est là, eh bien, ils sont mal. Nous sommes rue Visconti, là, on apparaît à peine. Mais là, on était très mal.
Et donc, lié à ça, il y avait cette idée de pont en X qui encadrait disons, la cour carrée du Louvre. C'était une vision monumentale et ça a longtemps fonctionné, ça a été, on l'a vu, dès le plan des artistes, jusqu'à une période assez récente. Et très récemment, la ville de Paris a décidé de vendre, parce qu'elle avait fait des acquisitions d'immeubles, de vendre ces immeubles. Alors vous avez le projet qui est là, et moi je me souviens, Jean-François Kahn il habitait ici, je crois, là, ici, là, dans un immeuble qui est ici, et il avait un loyer très bon compte, et un jour on lui a dit, ça se vend au prix du marché, il n'a pas pu acheter, il a été obligé de déménager, et il m'a invité à faire une petite fête pour dépendre sa crémaillère. Je me souviens, il était très triste. Voilà, voilà la rue de Visconti, nous sommes au 16, c'est-à-dire là, et voilà tous les schémas divers qui allaient bousculer la rue Visconti. Donc, puisque nous sommes là ce soir, nous pouvons dire, on l'a échappé belle. Voilà le pont tel qu'il était prévu. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, il serait piéton parce qu'il ne menait à rien, il menait au Louvre. Donc, mais c'était une vision. Voilà ce qu'était la rue Visconti. Moi, je l'ai bien connue parce que on avait nos copains, on était une école régionale à Nantes, et on avait des ateliers parisiens qui nous recevaient quand on venait, et notre atelier, c'était l'atelier Lamache. Et l'atelier Lamache, il était juste en face quand vous sortez le 16, c'était là. Voilà, voilà avant que l'immeuble du foyer qui est construit en face, vous avez l'ancienne porte qui est là et la nouvelle porte qui est là. C'est la même, enfin, elle a été refaite à l'identique. L'atelier Lamache était là. Et pour la petite histoire, Le Corbusier habitait au 20, c'est-à-dire juste de l'autre côté du mur, au 20 de la rue Jacob, ici, où il a vécu, ma foi, une vingtaine d'années. Et donc, c'était un immeuble assez... Moi, je l'ai vu, c'était une ruine, déjà. Il devait louer ça à bon compte. Mais il y avait toute une légende. On disait que c'était là que était l'imprimerie de Balzac. Et on disait, il y avait une vigne que vous voyez là-bas, et on disait que cette vigne avait été plantée par Racine, et que Racine y est mort. Enfin bon. Mais c'était des lieux de légende, mais ça participe de notre mémoire. C'est tout ce que représente Racine. C'est pas tout ce que représente Balzac. C'est important que ça se passe là. Et derrière tout ça, nous sommes ici, au 16. Tout ça a été reconstruit. Mais juste derrière, ici, vous avez le 20 rue Jacob, avec en rouge un petit temple. Le temple à l'amitié. Oh, ça a décrit la chronique. C'était un temple qui participait de la propriété de Madame Nathalie Barnet, qui a été pendant tout le XXe siècle, c'est une américaine, mais son salon était un salon où se rencontraient toutes sortes de gens, architectes, peintres, sculpteurs, musiciens, américains, enfin, le monde entier venait chez Nathalie Barnet, voilà, et recevait, faisait quelques fêtes dans son... Voilà, tel qu'il est aujourd'hui, il a été restauré. À un moment, c'est la famille Debré qui a été propriétaire de la villa qui est là, donc qui avait la jouissance. Et ils avaient envisagé de faire des chambres d'étudiants, enfin, ou des studios. Et ça a très mal pris, et il y a eu une polémique, et bon, c'est une longue histoire. Mais le petit temple a été sauvé, mais ça n'a aucun intérêt puisqu'il est inaccessible. Il y a eu un jour un projet, juste en face, d'un architecte qui a eu l'idée de faire un jardin dans lequel le petit temple était intégré. Ce petit temple, vous pouvez le voir facilement si vous allez voir Le Feu Follet, le film de Truffaut, où vous avez Jeanne Moreau et je ne sais plus comment... Maurice Renaud.
Maurice Renet, merci. Et Maurice Renet qui se balade devant le petit temple à l'amitié. Pardon. Il m'arrive de faire des conférences internationales et, en plus court, je raconte un peu tout ça. Je dis comment on est attaché à un quartier et comment, dans l'attachement qu'on a à un quartier, on en connaît les spécificités. Et ce que ce quartier porte de force culturelle et internationale. Et je suis persuadé que ce que je vais vous dire, vous ne le savez pas. Je connais beaucoup de villes dans le monde et je connais toutes les grandes places mythiques du monde, dans toutes les villes. Dans les grandes places de Paris, il y a les places d'abord des boulevards, la Bastille, j'ai cité tout à l'heure, la Concorde, la République, enfin bon, des places. Mais c'était des portes. Des places centrales, il y en a deux. Il y a le Châtelet et la place Saint-Michel. Moi, quand j'arrive à Paris, pour venir ici, je suis passé, là, tout à l'heure, et je regardais encore ça. Je me disais quand même, je sais bien que les éditeurs quittent un petit peu cet arrondissement. Ils étaient tous sur quelques hectares. Je sais bien que des tas de librairies qu'on aimait bien ont fermé. Il en reste encore de solides. Mais ça glisse. Mais combien y a-t-il de villes qui, dans une place centrale, ne vendent que des bouquins, comme le fait Giberjeune sur la place Saint-Michel? C'est incroyable, c'est unique au monde. Et moi, je raconte ça quand je vais à Londres, j'avais raconté ça à Londres. Et vous avez ça, vous, là, ici? Vous avez la reine, et après. Nous, on a ça, on a Giberjeune. Ah bon, d'accord. Bref. Vous voyez bien que je vous parle d'une ville qui marche. Et une ville qui marche, c'était le cas jusqu'aux motorisations, parce que du temps où il y avait des chevaux, peu de gens avaient des chevaux, il fallait avoir des écuries, il fallait avoir des palefreniers, enfin c'était un peu compliqué. Et je prends un exemple là, c'est Jules Verne, qui habitait boulevard Bonne Nouvelle, qui le soir était secrétaire général au boulevard du Crime, enfin dans un théâtre, et puis dans la journée il travaillait à la bourse, mais il y allait à pied. Et on a des témoignages, il l'écrit. Voilà. Et j'avais plein, je vous sors ça, j'ai tout plein d'exemples de gens qui se baladaient à pied. Molière, il habitait près du Pont-Neuf, il passait son temps sur le Pont-Neuf parce qu'il y avait des battleurs et il a tout appris des battleurs. Voilà. Et il y avait cette étude que j'aime beaucoup, qui est de Chambardelot, qu'il a publié, qui était un sociologue, qu'il a publié en 1951, et qui est une étude qu'il a commencée avant-guerre. Et il avait questionné 5 familles du 16e arrondissement en leur disant « Placez vos amis dans Paris ». Et puis il avait questionné 5 familles ouvrières du 13e arrondissement. Il leur avait dit « Placez vos amis dans... » Et c'est très intéressant, parce qu'ici c'est très concentré sur là où on habite et les abords. Alors qu'ici, les gens habitant là, près de là, ben, ils ont des amis partout, ils ont même des amis un peu dans le 13e arrondissement. Il y a donc une espèce de corrélation entre les moyens intellectuels du déplacement. Ce n'est pas les moyens de se déplacer, c'est les moyens intellectuels de faciliter à se déplacer. Alors, si aujourd'hui Chambardelot faisait ça, ce serait complètement différent. Des tas de gens de banlieue viennent à Paris parce qu'il y a de la lumière, parce que plein de choses. Mais, quand même, c'est des déplacements très ciblés. Ce n'est pas une répartition sur... On va parler du Grand Paris tout à l'heure. Pour rire, tout à l'heure, je vous ai dit les difficultés que j'avais à aller
de l'autre côté du boulevard Saint-Germain, mais ça c'est une plaisanterie. Bien évidemment que j'y vais en permanence, parce qu'il y a des tas de choses. Il y a des tas de... il y a le Luxembourg, il y a plein de choses. Et c'est toutes les capacités de déplacement que l'on a dans l'immédiat, et puis ce qu'on peut faire. Hier soir, j'étais à rencontrer les Basques de Paris qui ont une maison à Saint-Ouen, vous voyez, ça va. Quand cette jeune fille du 16e arrondissement a été pistée, elle devait noter tous les jours ses déplacements. Et à chaque fois, Chambardelot mettait une barre. Alors, elle faisait Sciences Po, et elle faisait du violon au conservatoire. Donc, elle a un triangle qui est très précis. Et puis, alors, qu'est-ce qu'elle est venue faire un jour du côté d'Ivry? Ça, c'est toujours un mystère. Mais c'est très intéressant. C'est une étude qui a été reprise à Pau par un sociologue qui s'appelait Xavier Piolle. Je pense d'ailleurs que l'actuel maire de Grenoble doit être un de ses fils. Mais, et il avait démontré complètement ça. Comment même sur une ville moyenne, il y a une répartition globale de la ville par des gens aisés, qui avaient partout, tout est partout, et que par contre, plus on était âgé, plus on avait peu de moyens, plus on se cantonnait à un quartier très étroit. La ville qui marche est quelque chose qui est important, et j'ai d'ailleurs participé à New York à faire une expérience qui se fait tous les ans en mai. C'est les jeunes de Harlem. Harlem, c'est là. Nous sommes à Manhattan. Harlem, c'est ici. Ici sont les quartiers riches, quartiers universitaires. Et ces jeunes, tous les ans, ils partent tous scolaires avec leurs enseignants, et ils descendent à travers tous les... Il y a une faille, là, 20 mètres de dénivelé, et il y a une succession de parcs. Et ils descendent et ils traversent tous ces parcs pour aller à Central Park qui est ici. Et ils avaient des gros problèmes parce qu'il fallait à chaque fois traverser des voies de circulation, des boulevards Saint-Germain, mais beaucoup plus rapides. Et ils s'adressent à des architectes qui aussitôt leur disent faut faire des tours parce que ça va marquer, un peu comme un jeu de croquet, quoi, ça va marquer les étapes entre le quartier de Washington et Central Park. Et tout le monde est déçu. Et là-dessus, les chercheurs ont dit, il faut appeler, on a notre copain, il va nous trouver quelque chose. Et ils ont la gentillesse de m'appeler. Et on arrive, je me rappelle, on arrive, il y avait 50 cm de neige. Pas de chance. New York était bloqué. Mais on a fait toute la marche. Et, bien évidemment, comme il y a 20 mètres de dénivelé, pour que cette autoroute passe ici, il y a un pont. Et j'ai tout simplement proposé de passer sous les ponts. Alors ça vous semble idiot, sauf que personne ne pensait à sous les ponts, parce que sous les ponts, c'est là où tous les gens de Harlem désossaient les voitures. Donc c'était des lieux d'insécurité totale. Et que personne ne voulait prendre à bras-le-corps ce problème. Donc, toute l'idée, ça a été de dire, on passe dessous et on en profite pour réaménager et faire qu'il n'y ait plus ces résidus délinquants. Dans toutes les villes, il y a des passages étonnants. Ça, cette photo est un peu trouble, c'était à Perpignan. Je savais qu'il y avait un passage parce que je savais que les écoliers, c'était pas pour fuir l'école, c'était pour aller à l'école plus vite. Et ils avaient fait un trou, et l'office d'HLM n'avait de cesse que de le reboucher. Et dès qu'il le rebouchait, il était redécoupé le lendemain parce que ça faisait faire 500 mètres de moins pour aller à l'école. Et à la fin, j'ai dit, mais mettez, si vous voulez, mettez une porte. Mais voilà, enfin. Mais il faut chercher partout les chemins des écoliers. Et la rue Visconti, pour les gens du 6e arrondissement, quelques automobilistes même, c'est un beau chemin des écoliers, très connu. Pour le cycliste que je suis, très utile.
la ville de Paris, pas les élus, la voirie, m'avait demandé de travailler sur qu'est-ce qu'est une ville qui marche. Et il m'avait dit de travailler, de leur faire un rapport, et j'aurais fait une carte dans laquelle j'ai dit on marche dans les parcs, on marche dans les terrains de sport, on marche dans les grandes perspectives comme le Champ de Mars, on marche dans les cimetières, on marche dans les hôpitaux, on marche dans les universités, on marche dans les gares. Et j'avais cet exemple célèbre, et quand on arrive gare de Lyon, et qu'on veut aller juste en face à l'Européen, quand j'ai fait cette carte, c'était impossible. Il y avait des taxis partout, des voitures partout. Je l'ai tellement raconté que la ville de Paris a fait tout un aménagement. Aujourd'hui, on va à l'Européen, c'est même incroyable que les voitures puissent encore passer. Et c'est très important, parce que notre arrondissement est très piéton, par des tas de choses. De fait, la rue Saint-André-des-Arts n'est pas interdite à la circulation, mais les gens s'y promènent au milieu, et les voitures, elles arrivent, elles ne savent plus très bien si elles sont sur une voie piétonne. Et cette incertitude est un élément civique de la ville qui marche. Dans toute l'histoire, là c'est un petit vécu, il y avait une course très célèbre que les Beaux-Arts faisaient tous les ans à la rendue d'un projet qui s'appelait le Rouge Vin, et ils faisaient pendant des semaines et des semaines des espèces de chars, plus ou moins érotiques d'ailleurs, peu importe, qui partaient de la cour des Beaux-Arts, là, qui empruntaient la rue Bonaparte, puis le boulevard Saint-Germain, puis le boulevard Saint-Michel, et qui se terminait immanquablement avec incendie des chars devant le Panthéon. Voilà. C'était folklorique, et puis ça s'est arrêté brutalement parce que un jour, il y a eu un détonateur un peu trop fort et il y a eu un mort. Donc, terminé la course du Rouge Vin. Mais, fort heureusement, autour d'Antoine Blondin et de mon ami Jean Cormier, ils ont relancé un truc qui est très spécifique à notre quartier et qui s'appelle le marathon d'éleveurs de coudes. Ça consiste à faire 42 bistrots à partir de la place Saint-Sulpice, c'est-à-dire quasiment pour la mairie du 6e, et puis de faire, vous devez boire, vous avez un petit gobelet, et de boire, disons, pas plus de 300 cm3 de vin, à chaque, donc 42 bistrots. C'est très mal fait d'ailleurs, parce que il y a un vin, il y a toujours un sponsor avec un vin, c'était longtemps du Beaujolais, là c'était un vin de Languedoc, enfin pas trop mauvais. Mais chez Lippe et au Flore, pas question de verser du Languedoc. Donc eux, ils ouvrent de bonnes bouteilles de Bordeaux. Alors vous démarrez, là ils vous servent vraiment 3 cm3. Mais on dit, bon, d'accord, très bon vin, et après on regrette, enfin bon, c'est de l'histoire vécue du 6e arrondissement, ça compte, il y a des traditions. J'ai rajouté 3 étoiles vertes, j'ai fait 3 combats, j'ai fait 2 combats que j'ai gagnés, et un combat, je ne sais pas ce qui va se passer. Le premier, oh, j'étais pas responsable, hein. J'étais loin, mais j'étais dans l'association. C'était pour sauvegarder le marché Saint-Germain de Blondel, qui avait été entièrement démonté, et qu'il a fallu remonter, et bah, il ne départ pas, et l'économie qu'il porte, le marché pendant longtemps, et aujourd'hui des restaurants, et surtout un magasin informatique de grande qualité, je ne regrette pas de son évolution, même si les gens disent regrette le petit marché sympathique qu'il y avait.
Bon, enfin, je trouve qu'il n'était pas très bon. Donc, la deuxième bagarre, c'est ici. C'est le théâtre de l'ancienne comédie, qui était en ruine, complètement en ruine, et à l'oubli. Et il y avait des menaces de refaire un immeuble, enfin bon. Et là-dessus, la bonne idée, ça a été à un moment de dire, bah oui, c'est un théâtre qui existe, il n'y a plus qu'à... faut l'épouster. Et le ministre de la Culture de l'époque a dit que ça dépendrait, que ce serait une des salles de la Comédie Française. Et à partir de là, ça a été sauvé. Le troisième, c'est un combat actuel, là, en ce moment. C'est ici. C'est le grenier Picasso. Ils veulent en faire une résidence hôtelière. On se tue à leur dire que c'est formidable d'avoir un endroit, je sais pas quoi, la cafette, quoi, l'endroit du petit déjeuner, le bar, comme il y a un bar au Royal, quoi, qui soit cet ancien grenier, cet ancien atelier de Picasso où il a peint Guernica. Eh bien, c'est assez étonnant, parce que si vous regardez, si vous vous placez devant cet atelier, que vous vous tournez rue du Pont-de-Lodi, et que vous regardez les toits, ils sont juste en face. Guernica, c'est une peinture que Picasso a peint en noir et blanc. Il l'a peint en noir et blanc, pas à cause du deuil, mais je crois qu'il a peint les toits de Paris. Parce qu'il savait que cette ville avait été bombardée par le haut, et donc c'est les toits qui avaient souffert. Il a peint ça en 1936, pour l'exposition internationale de 1937. Il était très prémonitoire. Et je pense, enfin je reste persuadé, que si ce grenier est visitable, eh bien ça permettrait à des tas de gens de retrouver la forte symbolique qu'a cette peinture. Alors, voilà voilà, on va passer au Grand Paris. Tout ce que vous voyez qui est rouge, c'est les lieux du pouvoir. Présidence de la République, Premier ministère, évêque. Alors, il y a encore le palais de justice, mais ça va bouger. Bon. Mais tout est concentré dans Paris, et même dans le très petit Paris. Il y a eu, pendant très longtemps, et vous avez une peinture qui les représente, les fortifications de Paris, tout autour. Et au-delà, tout ce que vous voyez en gris, là, un peu partout, ce sont des grands ensembles, ce sont des quartiers difficiles, ce sont des quartiers qui ne vont pas. Et ça, c'est un réel problème. Et dans tous les projets que j'ai vus sur la métropole du Grand Paris, seuls 2 projets s'intéressent à ces quartiers difficiles sur les 51 qui ont été sélectionnés. Ça n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien. Et tout le monde était un petit peu satisfait de tout ça. Alors, l'homme du 6e arrondissement que je suis, vous avez le petit Paris, que vous voyez, Paris là, et puis en violet, c'est ce qui s'appelle la métropole du Grand Paris. Et puis j'ai mis en jaune toutes les villes où j'ai travaillé, où j'ai conseillé. Donc ça me donne une certaine légitimité à parler des choses et à savoir ce qui ne marche pas. Les grands ensembles, c'est un truc qui sort de... On donne une grande responsabilité à Le Corbusier, c'est-à-dire un architecte de notre arrondissement, mais c'est lié au Bauhaus. Le Bauhaus voulait des lignes pures, c'est toute une école qui s'est créée après la guerre 14 autour de Berlin. Et il y a eu un certain nombre de peintres qui ont fait, comme là vous avez Mondrian, qui a
Kandinsky, qui faisaient des peintures. Et certains architectes, dont Misandero, qui était un des directeurs du Bauhaus, arrivaient à faire, ça c'est une maison qui s'appelle la maison dans le désert, il pouvait y avoir un mariage entre ces lignes très pures en peinture, une espèce de calligraphie, et cette architecture avec des murs, certaines correspondances. Là où ça se transforme en quartier de ville, ça va plus du tout. Ça va plus du tout parce que on cherche, on revient de la place des hommes dans tout ça, on cherche les perspectives. C'est plutôt où est-ce qu'on met la tour haute pour marquer, etc. C'est fait en dépit du bon sens. Là, c'est Aulnay-sous-Bois. Bon, c'est un réel problème. Voilà ce qu'était Paris et le Grand Paris en 1936. Voilà ce qu'il est, ce qu'il était en 1968. Voilà ce qu'il est aujourd'hui. En jaune, c'est les RER. Regardez bien, 1968, les transports publics sortaient à peine de Paris. En quelques années, 99. Donc, il y a et bien sûr, tout se retrouve ici. C'est-à-dire que pour aller à Orly, si vous êtes à Lagny, bah, il faut passer par là. Rien, voilà. Vous avez Clichy-Montfermeil qui est là. La grande zone de développement, c'est Roissy. Mais pour aller de Clichy-Montfermeil à Roissy, il faut passer quasiment par la gare du Nord. Aujourd'hui. Alors que c'est à quelques kilomètres à vélo, c'est rien du tout. C'est... Bon. On a eu l'idée, quand on a fait le Grand Paris avec Roland Castro, on a eu l'idée de diviser tout le territoire en kilomètres carrés et de trouver un lieu emblématique dans chaque carré. Alors, quand on est dans le centre de Paris, bon, et qu'on a mis Notre-Dame, et à côté la place Dauphine, bon, après, vous voyez, le jardin du Luxembourg, ça va, ça y est, c'est... Mais faire cet exercice en banlieue est très intéressant. Il y a des tas de lieux formidables. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà un repérage. Tout ce que vous voyez, tous les points rouges que vous voyez, sont les ponts. C'est-à-dire des lieux facteurs de perspective. Vous voyez ce que sont les ponts sur Paris, dans les Hauts-de-Seine. Il y en a partout. Mais ce sont tous des ponts routiers, essentiellement routiers. Il n'y a pas beaucoup de poésie là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de passerelles de Giverny là-dedans. Et je vous jure que la solution, elle est là. C'est comment on retrouve des liens. Parce que quand il y a pont, la Seine à Paris, au rire, j'ai dit que j'avais beaucoup de difficultés. Ça, c'est vrai. Bon, quand il fallait aller à la Samaritaine, il fallait bien traverser la Seine. On traverse aussi pour aller au BHV. Enfin, c'est tout. C'est utilitaire. Bon, c'est compliqué. Et quand vous êtes en banlieue, c'est impossible. Si vous êtes à Évry, vous avez un pont qui relie à Corbeil-Essonnes, vous ne le prenez jamais. Jamais. Deux mondes. Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, vous avez vu mes bistrots. Alors, je me suis dit, on va regarder un peu, on va prendre les forces vives dans le Grand Paris. Alors, voilà les bistrots dans tout le Grand Paris. Alors, vous en avez énormément sur la rive droite. Voilà notre 6e arrondissement. Bon, autour de la gare, là, ça va un peu, mais le Paris Sud, pas terrible. Mais alors, dès qu'on est dans le Grand Paris, ça devient très vite très désertique.
Et c'est intéressant parce que d'abord, les bistrots, ils évoluent pas très très bien. Souvent, ils deviennent des kebabs. Et là où il y a les kebabs, on ne peut plus boire de vin. Bon, là, je vais partir, je vais travailler en Chine. J'adore la Chine. Vous savez pourquoi j'adore les touristes chinois? Vous savez pourquoi j'adore les touristes chinois? D'abord, ils aiment manger, ils mangent bien. Ça, c'est au moins quelque chose qu'on peut partager avec eux. Ils aiment boire. Longtemps, ils ont bu de leur vin qui était un peu... Ils commencent à faire du bon vin. On devrait se méfier, d'ailleurs. Et troisièmement, ils ne nous embêtent pas avec leur Dieu. J'ai beaucoup travaillé dans les pays arabes. J'étais un jour reçu par l'ambassadeur d'un pays arabe, du Soudan, et il avait fait une petite réception. Alors, puis tout d'un coup, arrive brutalement pour m'interviewer la télévision nationale. Et j'ai vu, en un instant, toutes les bouteilles disparaître, plus rien. Alors, les journalistes étaient formidables, c'était des gens formidables. Et j'ai dit, quel drôle de pays, quand même, quelle hypocrisie totale. Bon, c'est comme ça. Donc, en Chine et au Japon, je regarde comment se distribuent les débits de boissons, et c'est intéressant, parce que c'est pas comme chez nous. Ça n'a pas la même intensité, il n'y a pas de... Au Japon, il y a des phénomènes de comptoir, pas en Chine. Mais ça va venir. Alors, nous, c'est-à-dire avec Jean Nouvel et Jean-Marie Dutilleul, quand nous avons répondu au Grand Paris, on a dit 3 principes. La ville sur la ville, il faut intensifier la ville. Pas le 6e arrondissement, je suis malin, il ne faut pas exagérer quand même. Deuxièmement, maillage des transports en commun, ça a été une bagarre. C'était une grosse bagarre qu'on a menée contre Christian Blanc, qui voulait faire un circuit hors sol, c'est-à-dire avec des trucs rapides qui s'arrêtent que rarement et qui ne soient pas maillés. Heureusement, on a gagné. Et puis l'intégration des zones urbaines sensibles. On proposait de créer une lisière à Paris, d'éviter cet étalement qui nous coûte épouvantablement cher. On pense qu'il faut réviser tous nos chemins, toutes nos autoroutes. On va beaucoup trop vite. Je dis ça aujourd'hui, toutes les voies sont descendues en vitesse possible, donc on tend à faire quelque chose d'efficace. Et puis, on demande à ce qu'il y ait un maillage, ce qui est fait. Ce qui est très intéressant, c'est quand Bienvenue a fait le métro de Paris, on lui a demandé pour l'exposition de 1900 de faire la ligne 1, une de la porte Maillot à la porte de Vincennes. L'exposition universelle se déployait là, et c'était un axe moderne de circulation. Et puis, du coup, il a fait une ligne numéro 2. Et la ligne numéro 2, la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, c'est Étoile Nation par Jean Jaurès. Quand je suis venu la première fois à Paris, le premier soir, quand je me suis rendu compte que quelqu'un quittait le métro pour faire le tour de Paris, je trouvais ça formidable. Moi, j'arrivais d'une ville, il fallait découper des trucs. Bon. Alors, je monte dans le métro et je fais le tour de Paris. J'ai totalement sous-estimé le temps que ça allait me prendre. Mais c'était le soir, et de mon métro, première classe quand même, wagon rouge, de mon métro, je voyais les cuisines du premier étage, parce que ce métro est aérien, et je voyais des dames qui préparaient le fruchti du soir, quoi. À l'époque, c'était que des dames. Et je me dis quand même, ils n'ont pas eu de chance, le métro. C'est longtemps après que je me suis rendu compte que les immeubles sont arrivés, ont été construits après l'installation du métro.
quand Bienvenue a fait sa ligne numéro 2, à l'intérieur, c'était très construit, mais à l'extérieur, c'était à construire. C'était quelque chose qui est très intéressant. D'autre part, ça c'est important, c'est les 4 vallées. Nicolas Sarkozy nous avait dit, à tous les architectes, nous a dit, je veux créer, sur le plateau de Saclay, la Silicon Valley française. Moi je lui ai dit, écoutez, Monsieur le Président de la République, ça fait, la Silicon Valley, c'est 500 km² quand même. Enfin, le plateau de Saclay, ça va manquer d'ambition. Par contre, je lui dis, si vous rajoutez au plateau de Saclay toute la vallée de la Seine, avec toutes les technologies pharmaceutiques qui sont là, plus Paris, avec toutes les universités, l'école de médecine, la Sorbonne, qui sont à 2 pas de la Seine, et que vous alliez jusqu'à Nanterre, vous allez confectionner une espèce de dragon qui ressemble à celui d'Hergé dans le Lotus bleu, et qui est quelque chose de conséquent. Et on viendra de Chine faire une université à Paris, parce que même si on est basé sur le plateau de Saclay, on est dans un système, on a quand même encore la dernière université construite en cœur de Paris, qui est vraiment au bord de la Seine, qui a été voulue par André Malraux, c'est Jussieu. Ça n'existe nulle part ailleurs, dans aucune autre ville au monde. Et donc c'est quelque chose qui est très important. Il m'a regardé, il m'a dit, bon d'accord, Christian Blanc, lui, il a entendu ça très bien. Et je me rappellerai toujours, c'est drôle, mais quand on regarde ça, on se rend compte que toutes les universités sont rive gauche. Enfin, bon, il y a le CNAM rive droite, mais c'est un hasard. Mais toutes les rives gauche. Et un jour, dans la salle, il y avait Guy Burgel qui était là, et il me dit, mais enfin, Cantal, tu oublies Nanterre. Et je me suis permis de lui répondre, Guy, c'est toi le géographe. Et je voudrais te rappeler que Nanterre est rive gauche. Oh. Bon sang, c'est vrai. Nanterre est aussi rive gauche. Enfin, je vais conclure en vous disant que c'était ma petite vision d'un tas de choses. On n'a toujours pas baissé la garde parce que nous sommes des mousquetaires. Et les mousquetaires étaient des gens qui habitaient justement le 6e arrondissement. Et nous sommes des mousquetaires et nous nous battrons pour qu'il y ait un grand Paris intelligent. C'est en train de reprendre du poil de la bête. Voilà, en ce moment. Si j'avais fait cette conférence il y a 15 jours, mais là, même ce matin, j'ai entendu des bruits qui commencent et qui me font penser que tout va être mis sur la table et qu'on va essayer de faire quelque chose de malin. Enfin, je voudrais conclure en disant, n'oubliez jamais, jamais qu'il n'y a pas de ville possible sans fête. Je vous remercie. Alors, il y a peut-être quelques questions des auditeurs. Mais voilà, Thierry Gaudin. Donc, est-ce qu'on peut faire un peu de prospective parce que je suis là pour ça. Paris va être transformé par les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous en pensez et comment, à votre avis? Alors, les villes olympiques, on les connaît. Non, ce qui est important, c'est que ce sont des défis. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe autour des défis. Si on regarde ce qu'ont été les Jeux Olympiques, les derniers Jeux Olympiques à Paris, 1924, qu'est-ce qui reste? Colombes, une station qui est à 1 kilomètre, qui s'appelle le Stade, parce qu'à l'époque les gens marchaient,
Il reste la Cipale, à Bois-de-Vincennes. Le Veldiv a été démantelé. Je crois que c'est tout. Il y a un autre truc, j'ai oublié. Voilà. Alors, c'est important. Parce que Colombes, c'est toujours un stade, c'est le stade du Racing, c'est... Voilà, c'est... Mais si on regarde les Jeux Olympiques dans d'autres villes... Ah oui, c'est très ambigu. C'est très ambigu. Athènes, Vous avez Athènes, c'est une catastrophe. C'est désastreux. C'est un urbaniste français qui a inventé ça. Et il avait inventé la reconversion de tous les terrains, de tous les bâtiments. Ils sont tous ruinés, à l'abandon. Parce que ça avait été fait sans urbanisme. Donc, les Jeux Olympiques, c'est intéressant si on connaît la stratégie de la suite. Pourquoi faire après? Alors, de se pencher sur le berceau de la Seine-Saint-Denis, bon, ça ne mange pas de pain, et je pense que c'est utile. Est-ce que ça va requalifier la Seine-Saint-Denis? C'est possible. C'est possible. Il y a un truc qui est sûr, ça va rendre l'eau de la Seine plus limpide. Vous avez enfin un grand programme de récupération eau. Ce n'est pas les bateaux logements qui polluent la Seine, les restaurants. Et les restaurants ont bac à graisse en direct sur la Seine. Même s'ils ont des filtres, enfin des trucs blagueurs. Ça, c'est en train de se faire, et ça sera un énorme bénéfice. C'est-à-dire qu'on verra le fond de la Seine, qu'on peut penser qu'il y aura des poissons qui vont venir, qu'on peut penser que les siècles de boue vont être embarqués, et qu'un jour, le fond de la Seine sera du sable. C'est pas impossible. Je ne pense pas connaître ça, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Voilà. Ça, c'est positif. C'est-à-dire tout ce qui tourne autour des Jeux Olympiques. Le grand sujet, c'est le village olympique. Pourquoi faire? C'est une question. Est-ce que ce sera du logement? J'ai entendu M. Braouzek ce matin dire, si c'est pour nous faire un stock de logement, on a déjà à Aulnay, on a déjà à Courneuve, ça va. Donc ça demande un peu de réflexion et un peu de vision. Voilà. Moi, je pense que c'est des choses qui boostent une administration qui a tendance à roupiller, et en ça, c'est un peu bien. Voilà. Après, il faut trouver la personne qui va porter ça et qui saura mettre ça au goût de ce que sera l'urbanisme dans 6 ans. Voilà. Mais les Jeux Olympiques, c'est le Grand Paris. C'est normalement Paris, mais automatiquement, ça va demander. Les Jeux Olympiques, c'est très simple. Paris, ouais. Il y a d'abord le monde qui arrive, où il va. Alors on a un exemple qui est très flagrant, c'est le Grand Stade. Le Grand Stade, vous arrivez, vous avez les marchands d'écharpes, les marchands de saucisses, les marchands de tout, la bière, tout, de la gare au Grand Stade, c'est une rue marchande. Mais la rue marchande, elle ne dure pas toute la nuit, elle s'arrête très vite. Et les gens se répartissent, sortant du match. S'ils sont de Paris, ben, ils rentrent chez eux, ils vont bouffer avec des copains. S'ils sont de province, ils sont en groupe. Ils ont leur restaurant qui est à Paris, ils se répartissent en Paris. Donc, pardon, les Jeux Olympiques répondront à ça. C'est-à-dire que les hôtels, les restaurants, tout va fonctionner. C'est-à-dire qui sera malin, qui sera accroché, qui aura... voilà. Ça se prévoit avant. Et puis, vous avez des stades, nautiques, piscines, terrain de basket, etc., etc. On a beaucoup de choses qui existent, là, déjà. Donc on n'aura pas besoin de faire. Les deux choses qu'on va faire, c'est le village olympique. Ça, il faut faire.
Ça doit être un village sécurisé, enfin il y a des conditions maintenant depuis Munich très très contraignantes, et le village dit de la presse. Bon, ça c'est plus folklorique, enfin c'est des milliers de gens, il y a plus de journalistes que d'athlètes. Savoir. Alors, ils n'habitent pas là, ils ne sont pas tenus d'habiter dans le village de la presse, mais il leur faut un bureau, il leur faut une table. Donc, moi, je trouve que si c'est bien géré, et ça semble bien géré, ça peut être quelque chose qui soit un élément déclencheur d'un certain nombre, d'une autre connaissance du Grand Paris. Je n'ai pas parlé du tourisme, mais le tourisme, il est, dans le petit Paris que je vous ai montré, il se limite à ça, quoi. À l'ouest, c'est le pont d'Iéna, et à l'est, en tirant vachement fort, c'est le pont d'Austerlitz, mais c'est pas... C'est-à-dire le Paris de Napoléon. C'est lui qui avait mis ces deux ponts qui devaient marquer la limite de Paris. Voilà. Alors on peut penser qu'il va y avoir des révélations de sites un peu étonnants. Mais quand on sait que pour les Jeux Olympiques de 1900, tout ce qui était nautique était autour de Courbevoie, il ne reste pas grand-chose. Voilà. Mais je suis plutôt optimiste. L'aménagement du Grand Paris, vous êtes aussi optimiste ou vous dites que c'est politique seulement et que ça va prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on souhaite? Les maires qui les premiers ont parlé du Grand Paris, c'était le maire de Boulogne et le maire de Suresnes, c'est-à-dire M. Morizet et Henri Séguier, qui avaient écrit un rapport en disant qu'il faut créer un Grand Paris, il faut faire une ville qui corresponde en gros à ce qu'était le département de la Seine à l'époque. Et l'un et l'autre, André Morisset est l'arrière-grand-père de Nathalie Cautechiot-Morisset. Et ils étaient tous les deux candidats à être les patrons du Grand Paris, donc ils se sont un peu bouffés la laine, la guerre est arrivée, enfin, et ça n'est pas sorti. Après la guerre, on n'en a plus parlé. Ça n'a pas fait l'objet d'un programme du Comité national de la résistance, et même si beaucoup de résistants sont devenus maires des communes de l'ouest parisien, toutes tendances confondues. Monsieur Colonnet, Parti communiste français, était maire d'ici les Moulineaux. Georges Gors, gaulliste Montin, était maire de Rueil-Malmaison. Voilà, c'était... tout le monde était... il y avait un consensus, d'ailleurs, les Hauts-de-Seine, c'est 34 communes qui s'entendent très bien contre tous les autres pour ces raisons-là. Parce qu'il y a cette tradition de... Bon. La décision, le premier qui reparle d'un Grand Paris, un peu à notre initiative, c'est François Mitterrand, en nous disant « mais je n'ai pas les moyens politiques. Mon parti est contre. » Bon, d'accord. Celui qui va reprendre le flambeau, François Mitterrand sort un discours face à tous les maires de l'agglomération parisienne, en leur disant, parlez-nous, il disait, faites quelque chose avec eux, faites quelque chose tel que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, quelqu'un reprenne l'idée. Celui qui va reprendre l'idée 25 ans après, c'est Nicolas Sarkozy. Et il a une idée géniale. Il dit, on fait un appel international d'architectes, et on leur demande de monter, on monte un projet, et on fait coller une gouvernance au projet qu'on aura choisi. En fait, il s'est embirlificoté dans des problèmes politiques, et il n'a pas pu pousser ça à bout. Il a nommé un secrétaire d'État à la région capitale qui s'est enfumé tout seul autour d'une boîte de cigares. Donc, ça s'est un peu délité.
quand est arrivé François Hollande, on avait toutes les raisons de penser qu'il reprendrait quelque part ce flambeau. Il n'en a rien été. Je vais même vous confier un secret. Le ministre de la Ville qui venait de sortir, qui avait remplacé Christian Blanc, qui était Maurice Leroy, je suis un peu catastrophé, je lui téléphone, nous sommes en juillet 2012. Et je lui dis, Momo, parce que tout le monde l'appelle Momo, Momo, c'est pas bon tout ça, il dit, j'en sais quelque chose. Il me dit, écoute, il n'y a qu'un seul type qui comprenne quelque chose sur le Grand Paris, il est à l'Élysée, essaie de le voir, essaie de le convaincre, il s'appelle Emmanuel Macron. On est en juillet 2012. Je l'ai vu ce matin, je lui ai encore rappelé. J'ai dit, toi, je me rappellerai toujours, tu as été vachement bon. On rigole. Bon. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls ont choisi la gouvernance. Ils pensaient par des manipulations un peu bizarres, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne en politique, qu'ils ont perdu toutes les communes, donc ils ont dit c'est pas bon, on ne peut pas faire un Grand Paris des communes, on va donc faire, on fera un Grand Paris de la région, ils perdent la région. Bon, allez, c'est fichu. Donc, mais ils ont mis en avant la gouvernance. Préside aujourd'hui Patrick Ollier. Voilà. Sur un consensus mou, tout le monde a dit, oui, c'est pas un homme fort du Grand Paris, quoi. C'est pas des tas de gens qui ont des choses avec lui. Bon. Mais il est là, il est gentil, il embrasse Anne Hidalgo, il embrasse tout le monde. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Mais ça fait pas un projet. Par rapport aux... C'est des gens qui n'ont pas une phase de discours par rapport aux Jeux Olympiques. Ils disent, on a les Jeux Olympiques, victoire, ils sont tous des maillots, voilà. Mais ils n'ont pas dit, attention, il faut en profiter pour, on va régler les problèmes de, enfin voilà. C'est calme plat. Bon. Donc on a un président de la République qui a envie de tout faire remonter à lui, c'est-à-dire dire, je prends les choses. Les choses en main, c'est pas de décider l'aménagement, c'est de dire, on veut faire une ville qui attire, et pour qu'on ait une ville qui attire, que faut-il faire? Il y a eu un coup de semonce qui a été l'Agence européenne du médicament, qui était à Londres. Qui était à Londres tout simplement parce que c'est tous les avantages qu'ont les fonctionnaires qui sont installés à Londres, paiement d'impôts, enfin tout, c'est formidable. Lille devait l'avoir. Moi j'ai dit, c'est pas. Alors, Paris pensait qu'il mettrait ça à Villejuif. J'ai dit non, c'est Lille qui va gagner. Pourquoi tu dis ça? Parce que les types, ils habiteront en Belgique, ils viendront bosser le matin, puis ils seront domiciliés de l'autre côté de la frontière. On fout, c'est des fonctionnaires internationaux. Bon, d'accord. Ben, Lille ne l'a pas eu. Voilà, voilà. Alors ça a été une alerte. Ils se sont dit, tiens, parce que normalement, la compensation des charges d'une ville, ben, c'est tout ce qu'elle a d'attractif. Son université, ses bouquins, son plaisir de vivre, les soirées enthousiasmantes, la fête, je sais pas quoi, enfin toutes sortes de choses. Or là, il faut pas perdre le... Ça va, on est plutôt performant, mais il faut faire attention, il ne faut pas perdre la pédale, parce que on est en concurrence. Les gens, il n'y a pas d'élément fort de tout ça. Donc c'est pas mal qu'ils reprennent sur ce truc, sur cet aspect des choses. Et il a une idée que je ne peux pas m'en plaindre, c'est il dit on relance des architectes pour qu'ils redéfinissent une stratégie à laquelle on va s'accrocher. Toute la première expérience de Nicolas Sarkozy, nous étions 10 équipes, il y a eu une exposition avec 10 tipis, qui ne représentait qu'un dixième du travail qui avait été fait, mais personne n'a fait la synthèse en disant voilà, nous on a la chance d'avoir servi à Christian Blanc à élaborer son réseau de transport
Et on a réussi, nous, à contrer son côté un peu exclusif pour en faire quelque chose de plus intégré. Alors, je pense que, par rapport aux Jeux Olympiques, par rapport à l'exposition universelle, qui est en suivant, ça vaut le coup de se poser le problème du Grand Paris et de son attractivité. Voilà. Et ça, c'est... ce soir, je suis très optimiste. Il faut travailler plus les urbanistes dans un premier temps avec les architectes, ou faire travailler des architectes avec des urbanistes. Après ce que je comprends. Dans l'idée de... Si vous regardez ce qu'a été la première... il y avait 10 équipes. Mais les équipes, elles étaient pluridisciplinaires. Vous aviez des gens qui étaient... j'ai remarqué, j'avais fait le relevé de tout le casting. Ça représentait 500 et 520 personnes, les 10 équipes. Des moyennes d'équipe à 50 personnes. Et il y avait 40% d'universitaires, en fait, sachant, de gens qui... ce qui est énorme. Et la spécificité des architectes, c'est que jusqu'à nouvel ordre, ils savent s'entourer. Non, mais c'est... ils savent que pour gagner, il faut... Donc ça, c'est un petit peu... c'est plutôt intéressant. J'ai assisté à la décision de déménagement de Polytechnique, pas les autres, oui. Avec l'idée d'André Giraud, c'est en effet de faire un complexe scientifique autour. Oui. Ceci dit, quand on regarde aujourd'hui, je sais pas, on ne recrée pas un quartier latin qui a des siècles d'existence dans la verdure. Alors, ça a des qualités, mais moi je suis un peu inquiet de voir ces ensembles de recherche et d'universités, que ce soit celui-là ou celui de Marne-la-Vallée. Que vous avez raison. Si vous regardez la façon dont s'aménage le plateau de Saclay, on met des caisses on met des containers à côté de containers. Enfin, l'architecture qui est faite, c'est des cubes à côté des cubes, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. J'ai eu une petite responsabilité urbaine sur le plateau de Saclay à la demande des élus contre l'établissement public. Ça a été une bagarre. Ils n'entendaient rien. Et ils n'entendent toujours rien d'ailleurs. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que, je vais vous raconter une toute petite histoire. Sur le plateau de Saclay, il y a le CEA qui est là. C'est-à-dire le commissariat à l'énergie atomique, qui s'est mis là parce que Frédéric Joliot, qui était marié avec Irène Curie, Irène avait une maison pas loin, une maison de ses parents, une résidence secondaire. Et ils étaient là, et c'était vachement sympa, et c'était très bucolique. Et ils se sont dit, dans le fond, il faut qu'on s'éloigne de l'université. Parce qu'ils étaient scientifiques, ils étaient mal vus de l'université, et ils ont installé là, c'est-à-dire très loin, même pas sur la ligne de Sceaux, pour avoir la paix, hein, pour être loin de ces universitaires qu'ils pensaient abrutis, et ils ont même créé le CNRS à Gilles-sur-Yvette. C'est eux qui créent le CNRS en appelant leurs copains, parce qu'il y avait quand même des copains, ils le créent là. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose de parallèle. Ils reprennent l'idée d'Abélard, qui, quand il s'est fâché avec le chapitre, avec l'évêque, a traversé, a été monté son université, la première université laïque, sur la rive gauche, qui s'appelait le quartier latin. Voilà. Non, c'est pour revenir, on ne crée pas ça comme ça, c'est exact. À partir de là, et comment on retrouve l'esprit du marathon d'éleveurs de coudes? Non mais, comment on trouve un bistrot? Alors, il y avait... La Régie Renault avait fait un centre de recherche. C'est un architecte qui avait fait des trucs complètement inhabitables. Mais ils avaient un centre de recherche pour essayer
leur bagnole, les freins, tout, enfin bon. Et puis ils ont abandonné ça parce que ça ne correspondait plus à rien. Et ça a été repris par le ministère de l'Intérieur, qui en a fait son école de police. Bon. Alors, l'école de police, les gars, eux, ils se sont créés l'île de la Cité et ses abords, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un sous-sol, ils en ont fait une boîte de nuit, le restaurant, enfin, ils ont fait des lieux de vie. Il y avait juste de l'autre côté de la rue un gymnase, qui était leur gymnase, et puis voilà, ça faisait... Bon. Et puis le ministère de l'Intérieur a dit, j'en veux plus. Donc, les gens se retrouvent avec ce truc. Et les urbanistes avaient prévu à cet endroit, ils n'avaient pas regardé, ils n'avaient pas fait attention, ils avaient prévu la place Tiananmen, c'est-à-dire une énorme place, pavée dessinée, elle était entièrement dessinée. Ça foutait en l'air le gymnase, et surtout ça foutait en l'air la cuisine et la salle de restaurant. Donc, par un hasard étonnant, la cuisine et la salle de restaurant étaient dans un endroit bucolique. Si vous voulez, vous allez à Polytechnique. Vous êtes invité par le général commandant de l'école, parce que vous êtes un prix Nobel. Bon. Vous ne prenez pas le RER. On vient vous chercher en voiture. Vous êtes reçu à l'école Polytechnique. On vous fera, si on est gentil, enlever les couleurs, tout, tac, tac, tac. Il va arriver soit l'heure du déjeuner, soit l'heure du dîner. On va vous remonter dans la voiture et vous allez... Où est-ce que vous allez déjeuner ou dîner? À Paris. Parce que sur le plateau de Saclay, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une pizzeria, lamentable, un truc où ils font un steak grill lamentable. Il n'y a rien, il n'y a pas d'accueil. Moi, j'ai toujours dit aux responsables de l'établissement public, vous trouvez, vous allez voir Lucas, vous le prenez par le callback, vous dites, tu nous trouves un jeune cuisinier, on lui file un local et on monte un truc. Enfin, si on veut avoir une école, si on veut avoir l'ébauche d'un quartier latin, faut qu'au moins on reste sur place, c'est bucolique, mais on se débrouille pour qu'il y ait un bon resto. Voilà. Il y en avait un, mais bon, qui s'appelle, je ne sais plus, c'était Madame Degène, qui avait un restaurant, mais il a fermé. Elle faisait très bonne bouffe, c'était pas collant du tout. La femme du prix Nobel, oui. Oui, la femme du prix Nobel. Mais c'est fermé. Ça s'appelle le boudin, je sais pas quoi. Mais voilà, et c'est dramatique. Et là, ils ont décidé de tout réduire. Mais j'ai fait une note, ça a été ma dernière note comme urbaniste. Je dis, mais vous avez une cuisine là, il n'y a plus qu'à trouver un chef. Puis vous arrangez, après c'est la déco, les gens ont tout rasé. C'est-à-dire, alors il y avait surtout la boîte de nuit, qui servait à tous les étudiants. Ils louaient ça aux flics. Plus, c'est pénal, il n'y a pas de délinquance. Bon, ah non, c'est dramatique. Non, je vous dis, on marche sur la tête. Alors, vous avez Polytechnique, les SEC, et puis, même plus loin, l'HEC. On dit, ah ben c'est tout ça, voilà, 3 grandes écoles, internationales, tout ça. Et vous pensez qu'ils se parlent? Les gens ont mis entre les deux, entre les SEC et ils ont mis la maison de l'ingénieur, en disant, ils vont sortir, on se rencontrer là. C'est vide. Alors si, tous les ans, la maison de l'ingénieur, la ville de Palaiseau, celle de Gif et des CVE, voilà. Ça sert une fois par an, payage à boire. Non, on marche sur la tête, parce que c'est simple. Il y avait des tas de fermes. Moi j'ai dit, mais bon, vous prenez des... C'est à vous. Vous les prenez, vous montez des trucs, vous mettez ça en régie. Non. Enfin, c'est comme ça. Il faut que ça se passe mieux pour le Grand Paris. Je fais tout pour. Bravo. Mais c'est toi qui... Moi, tu sais, moi, tu m'as dit tu viens, je te dirai quand tu t'arrêtes. Eh bien, écoute, voilà, je pense qu'il est... Bon, merci On va beaucoup de votre s'arrêter. patience. Ben, écoute, merci à tous. Merci.